Des pays pauvres menacés par le dérèglement climatique, un financement jugé trop faible par plusieurs participants et ONG. On en parle avec Gaïa Fèvre, responsable des politiques internationales au réseau Action Climat. Le Liban est au bord de l'effondrement, ce sont les mots de Josep Borrell aujourd'hui à Beyrouth. Le chef de la diplomatie européenne termine dans le pays sa tournée au Moyen-Orient. Avec quel bilan? Nous poserons la question à notre invité Sami Nader, directeur de département de sciences politiques à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Et puis 120 morts en 48 heures dans la bande de Gaza, selon des sources médicales sur place. Ce dimanche, Israël a lancé de nouveaux ordres d'évacuation à Choujaïa, dans l'est de la ville de Gaza. La nuit dernière, 2 camps de réfugiés ont été ciblés dans le centre du territoire. 300 milliards de dollars par an d'ici 2035, c'est le montant sur lequel se sont finalement entendus les pays les plus riches pour aider les pays en développement à faire face au dérèglement climatique. Un accord financier jugé trop faible par tous les pays du Sud. Explication, bilan avec Gaël Fonseca. Voilà qui nous amène à la fin de la conférence. Après 2 semaines de négociations houleuses et 2 nuits de prolongation, les presque 200 pays réunis à Bakou s'accordent enfin sur un texte. À l'horizon 2035, les pays les plus riches financeront les efforts climatiques des pays en développement à hauteur de 300 milliards de dollars par an, 3 fois plus que leur engagement actuel. Nous avons travaillé d'arrache-pied avec vous tous pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'argent sur la table. Nous pensons que c'est ambitieux, nécessaire, réaliste et réalisable. Pas de quoi satisfaire les pays en développement. Leur demande initiale était une aide de 1300 milliards de dollars pour se sevrer du charbon, du pétrole et du gaz, s'adapter au réchauffement climatique et faire face aux conditions météorologiques extrêmes auxquelles ils sont déjà confrontés. Ce document n'est rien d'autre qu'une illusion d'optique. À notre avis, il ne permettra pas de relever l'énormité du défi auquel nous sommes tous confrontés. C'est pourquoi nous nous opposons à l'adoption de ce document. Les pays riches envisagent leur aide comme une première étape, un moyen d'inciter les banques et les financements privés à s'investir pour l'environnement. Les pays en développement, eux, craignent qu'avec des prêts, ils ne s'enfoncent encore plus dans la dette. Aucun pays n'a obtenu tout ce qu'il voulait et nous quittons Bakou avec une montagne de travail à accomplir. Ce n'est donc pas l'heure de faire des tours d'honneur, on doit redoubler nos efforts en se projetant vers la COP30 de Belém. Hors des murs de la conférence plénière, on manifeste déjà, mais il faudra attendre la prochaine conférence pour le climat au Brésil l'an prochain pour qu'un accord plus ambitieux ne soit décidé. Un accord qui est aussi considéré comme décevant par la France. Il n'est pas à la hauteur des enjeux, selon la ministre française de la Transition écologique. On en parle avec vous, Gaïa Fèvre, responsable des politiques internationales au réseau Action Climat. Bonjour à vous. D'abord, sur ce chiffre, 300 milliards de dollars par an, ça peut paraître impressionnant, mais en réalité, c'est très peu. Finalement, c'est très peu dans un contexte notamment d'inflation d'abord, et c'est très peu par rapport aux besoins qui se chiffrent, eux, en milliers de milliards. Comme vous l'avez dit, c'était une demande portée essentiellement par le groupe Afrique, le 1300 milliards, dont la moitié devait être sous forme de dons. L'Inde portait une demande également de 600 milliards, essentiellement sous forme de dons. Et pourquoi il faut insister sur la quantité, mais aussi la qualité, comme vous le disiez, c'est qu'il ne faut pas alimenter la crise de la dette, car beaucoup de pays en situation de vulnérabilité sont contraints d'emprunter pour faire face aux effets des changements climatiques, face à la nécessité de s'adapter, face aux pertes et dommages, et sont contraints d'emprunter et de rembourser cette dette et les intérêts de cette dette. C'est 93% des pays les plus vulnérables qui sont dans une situation d'endettement ou de surendettement. Et au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect aussi injuste. Vous n'avez pas contribué à la problématique, mais vous êtes contraint d'emprunter, donc vous subissez une double peine. Donc c'est très peu, ce 300 milliards.
Et au-delà de ça, en fait, il existe des sources de financement. On pourrait très bien se dire qu'on arrête les subventions aux énergies fossiles qui représentent 7 000 milliards de dollars par exemple. Donc en fait, l'argent existe, il faut la volonté politique d'aller le chercher. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ces 300 milliards de dollars ? Avec ces 300 milliards de dollars, va se poser la question, en effet, de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on choisit l'atténuation ? Est-ce qu'on choisit l'adaptation ? Est-ce qu'on choisit les pertes et dommages ? Est-ce qu'on imagine que ça va suffire pour attirer notamment le secteur privé pour investir, alors qu'on sait qu'il est très difficile pour notamment les pays insulaires d'être attractifs au secteur privé, puis le secteur privé a un besoin de faire du chiffre également, d'investir un retour sur investissement, et l'adaptation, les pertes et dommages, ça ne rapporte pas nécessairement de l'argent. Donc en effet, va se poser cette question-là, et va se poser la question de qui aura accès à cet argent en priorité. Donc c'est assez problématique qu'il y ait très peu, et qu'on imagine que le secteur privé va venir compléter les besoins. Pour le Climate Action Network, qui rassemble un grand nombre d'ONG de défense de l'environnement, cette COP a été, je cite, la plus horrible depuis des années. Comment vous expliquez ce manque d'ambition sur le front du climat ? Où se situent les blocages ? En fait, le réseau Action Climat International, dont je suis membre, et je représente la branche française, regroupe 2000 ONG, et ça a été la plus horrible parce qu'on a vu un manque de leadership impressionnant de la part de la présidence, notamment. Il y a beaucoup d'États, notamment les États insulaires, qui ont dénoncé le fait qu'ils n'étaient pas consultés, qu'ils n'avaient pas accès directement aux documents, que les propositions qu'ils faisaient n'étaient pas prises en compte par la présidence, notamment dans les brouillons de textes qui étaient ensuite proposés. Donc ça, c'était terrible. On a vu aussi une prise en otage de toutes les discussions autour de l'atténuation par les enjeux de financement. On n'a pas du tout avancé non plus sur le volet de l'atténuation. Ça a été très problématique, très difficile de remettre en avant ce qu'on avait gagné à la dernière COP, à la COP 28, sur la sortie des énergies fossiles. Et après ça, on a vu des États, notamment les pays développés, qui étaient peu préparés. En fait, ils sont venus avec un chiffre qui est sorti au dernier moment. Donc ça a été très mal pris par les pays du Sud, et qui ne correspond pas du tout aux besoins. C'était le mot tabou, justement, de cette COP, diriez-vous, la sortie, l'idée d'une transition vers la sortie des énergies fossiles ? Je ne pense pas que c'était tabou, parce qu'au contraire, c'était sur les bouches de tous et toutes, parce qu'on sait très bien que si on ne ferme pas le robinet des énergies fossiles, on va être contraint en fait, de devoir s'adapter de plus en plus et de faire face aux pertes et dommages. Donc il est nécessaire de fermer le robinet des énergies fossiles, mais pour ce faire, il faut débloquer des financements. Beaucoup de pays du Sud ont besoin justement du levier financier pour assurer une bonne transition des énergies fossiles. Et là, on voit qu'il y a une sorte de grippage dans la mécanique, et quand on dit il faut regarder vers la COP30, en fait tous les États vont devoir remettre leur plan climat, ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées d'ici février 2025, et à l'intérieur il devrait y avoir des plans de sortie des énergies fossiles, on l'espère, mais sans financement ça va être très compliqué. Mais avant cette COP30 dont vous parlez, il y aura la prochaine COP qui sera organisée donc l'année prochaine au Brésil. Le secrétaire général des Nations Unies voit dans cet accord de cette COP29 une base sur laquelle construire, notamment pour les pays les plus vulnérables. Vous nous en parliez tout à l'heure, qui ont obtenu quelques gages avec des dons, en tout cas une feuille de route lors de cette prochaine COP. Est-ce que vous pensez que ça pourra être le cas ? Comme je vous disais, d'ici la COP30 qui se tiendra au Brésil, en effet, il va falloir voir comment les différents pays vont pouvoir développer leur plan climat, mais il va falloir faire attention aux 300 milliards, parce qu'à l'intérieur, c'est pas seulement sous forme de dons. Il y a également de la finance privée, il y a des prêts, et on le sait, la finance climat, par exemple, si on prend l'ancien 100 milliards, c'est 70% qui est sous forme de prêts. Donc j'espère que d'ici à la COP30, en effet, on arrivera à construire, on arrivera à avoir un engagement sur les aspects d'ambition qui ne seront pas bloqués, puisqu'on a peu avancé sur les aspects financiers. Mais j'espère aussi que la feuille de route qui a été proposée de Bakou à Belém permettra de penser notamment les sources de financement, notamment les sources innovantes de financement. Et la France pousse très fort, notamment au sein de la Global Solidarity Levy, pour développer des taxations, notamment taxation de l'industrie fossile qui peut rapporter des milliards. Gaïa Fèvre, responsable des politiques internationales au réseau Action Climat. Merci beaucoup à vous pour votre intervention sur notre antenne.
Les phares de l'actualité aussi braqués aujourd'hui sur le Liban, visé par une nouvelle attaque israélienne. Un soldat libanais a été tué dans le sud du pays. Plusieurs autres ont été blessés. Le Hezbollah annonce, lui, avoir lancé des drones sur une base navale dans le sud d'Israël, ainsi que des missiles sur une base près de Tel Aviv. Les sirènes d'alerte aux roquettes ont d'ailleurs retenti dans le nord et le centre du pays. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie européenne conclut aujourd'hui au Liban une tournée de 4 jours dans la région. Il s'est exprimé aujourd'hui, on l'écoute, Joseph Borrell. L'Union européenne soutient le peuple, l'armée et les institutions libanaises. Nous sommes prêts à accorder 200 millions d'euros d'aide pour les forces armées libanaises. Mais le succès d'un cessez-le-feu et d'une solution à long terme sont entre les mains des parties belligérantes. Israël qui dit avoir été visé par environ 160 projectiles du Hezbollah libanais ce dimanche. Alors, quelle voie européenne pour la paix au Moyen-Orient? On va justement poser la question à notre invité Sami Nader, directeur du département de sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Bonjour à vous. Alors, d'abord, le chef de la diplomatie européenne parle aujourd'hui d'un pays, le Liban, au bord de l'effondrement, au lendemain d'une journée de bombardements israéliens particulièrement meurtriers qui ont ciblé surtout le cœur de Beyrouth. C'était hier. Comment est-ce que vous décrivez l'état du pays actuellement ? La situation est complètement catastrophique parce que cette guerre est dévastatrice à tous les niveaux et elle vient pour le Liban à un très mauvais moment parce que le Liban, déjà avant le 7 octobre, connaissait un effondrement économique et social. Avec cette guerre, ce sont les crises qui se multiplient et le pays est vraiment au bord du gouffre. La question est-ce que les parties prenantes pourront arriver à un cessez-le-feu? Ceci n'est pas sûr du tout. La visite de M. Borrell vient dans le sillon de l'initiative américaine. Peut-être c'est la dernière tentative de l'administration Biden pour parvenir à un règlement du conflit. Mais jusqu'à maintenant, les résultats sont maigres et la position des deux parties en conflit sont assez éloignées. Il faut dire que ce à quoi on assiste, c'est une guerre entre l'Iran et Israël sur une terre libanaise. Et le peuple qui en paye le prix, c'est le peuple libanais. Alors la position d'Iran, l'Iran a complètement rempli le vide laissé par la décapitation du leadership du Hezbollah. Il tient de façon directe le commandement tant sur le plan militaire que sur le plan politique. Jusqu'à maintenant, il veut garder la carte libanaise pour essayer de la monnayer sur la table des négociations. De son côté, Israël maintient ce qu'elle considère être des victoires tactiques pour pouvoir aussi les monnayer en vue d'un compromis avec l'Iran. Mais jusqu'à maintenant, les chances de ce compromis ne sont pas très grandes. Les conditions ne s'y prêtent pas et tout compte à croire que ceci ne serait possible qu'avant l'arrivée de M. Trump à la tête du pouvoir aux États-Unis le 20 janvier de l'année prochaine. En tout cas, d'ici là, Joseph Borrell, lui, veut faire pression à la fois sur le gouvernement israélien et sur le Hezbollah pour qu'ils acceptent cette proposition américaine de cessez-le-feu dont vous parliez. Mais la question, c'est à quel point l'Europe peut-elle faire pression? En a-t-elle les moyens? Justement, c'est-à-dire il faut reconnaître que même les États-Unis, principalement le fournisseur d'armes à Israël jusqu'à maintenant, n'a pas pu arrêter Israël ou la stratégie israélienne ni à Gaza ni au Liban. Encore au Liban, il s'agit d'un feu vert qui est donné à Israël pour poursuivre son combat parce que le Hezbollah n'est pas considéré comme persona grata dans plusieurs capitales dans le monde. Mais le problème est
et comme on le disait tout à l'heure, c'est le peuple libanais qui y en fait les frais. L'Europe, ce qu'elle peut faire, elle peut justement, et c'est ce qu'a promis M. Borrell, aider l'armée libanaise à implémenter la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Oui, l'armée libanaise cette aide, elle se chiffre à 200 millions d'euros que l'Union européenne serait prête à verser. Cela passerait par là, c'est suffisant pour vous ? C'est un début, c'est certainement pas suffisant, mais c'est un début. Ça pourrait entraîner d'autres parties, y compris les pays arabes, notamment les pays du Golfe, à verser aussi leur part. Mais pour ce faire, il faut que toutes ces parties se sentent confortées quant à l'issue politique de ce conflit. Et jusqu'à maintenant, cette issue n'est pas dans l'horizon. Comment la stratégie de l'Europe en matière de paix au Proche-Orient a évolué depuis le 7 octobre 2023 ? Le 7 octobre, il faut dire que l'Europe est assez absente. Au début, c'était une solidarité avec Israël, notamment après les événements du 7 octobre, puis avec le tournant des développements militaires, notamment à Gaza, et l'impact sur la population. Certains pays européens ont pris un recul et puis les Européens se sont divisés par rapport à Israël. Certains pays européens continuent de maintenir une solidarité sans faille avec Israël, alors que d'autres ont pris une certaine distance jusqu'au point où certains pays européens, comme l'Irlande, que l'Espagne, étaient prêts à reconnaître un État palestinien de façon unilatérale. Donc l'Europe manque de cohérence et d'unité quand il s'agit du conflit israélo-arabe, d'ailleurs qui a été complètement rejeté aux oubliettes pendant plus qu'une décennie, et elle manque de moyens, notamment les moyens de faire pression sur les parties prenantes, à savoir Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, pour arriver à un règlement de la crise. Voilà, les 27 en ordre dispersés face à la possibilité de la paix au Proche-Orient. Merci beaucoup à vous, Sami Nader, directeur du département de sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et c'est donc l'autre front de cette guerre avec le Liban, le front de Gaza. 120 personnes sont mortes en 48 heures selon des sources médicales. La nuit dernière, le directeur de l'hôpital Kamel Adwan dans le Nord a été grièvement blessé. Son établissement a été ciblé par une attaque de drone. C'est l'un des derniers hôpitaux à fonctionner encore partiellement dans le territoire palestinien. Ce matin, la défense civile a aussi annoncé 11 morts, dont des enfants dans des frappes aériennes sur 2 camps de réfugiés. Et alors que la quasi-totalité de la population a été déplacée par les bombardements israéliens, les habitants qui sont partis à la hâte manquent de tout et notamment de vaisselle. Alors sur place, des potiers tentent de faire face à la demande d'un territoire assiégé dans lequel rien ne rentre. Jade Lévin. Elle fait partie des nombreux objets que les Palestiniens ont dû laisser derrière eux au moment de fuir les bombardements israéliens. La vaisselle manque cruellement aux déplacés. Il y a une demande exceptionnelle d'assiettes car rien n'entre dans la bande de Gaza. Et toute la population a été déplacée et forcée de fuir ses maisons. Les gens sont bloqués dans la rue, sans ustensiles, ni rien. Ils dépendent ainsi de la poterie ou de tout autre objet disponible pour cuisiner et manger. Pour répondre à la demande et survivre en temps de guerre, ce potier s'est remis à pétrir à partir de cette boue. Une petite centaine d'assiettes sont confectionnées chaque jour dans son atelier de fortune avant de sécher au soleil, bien loin des 1500 pièces lorsqu'il travaillait dans son usine du nord de la bande de Gaza. Vendu environ 2,50 €, le prix de l'assiette a quintuplé, mais face au manque de tout, cette mère démunie n'a pas eu le choix. Je n'ai pu trouver que ce pot en terre cuite. J'ai été obligée de l'acheter pour nourrir mes enfants. En 13 mois de guerre, plus de la moitié des bâtiments de l'enclave palestinienne ont été détruits et 90% des 2 millions de Gazaouis déplacés, forçant la population à bricoler pour pallier leur précarisation forcée.
Et ce matin, en Jordanie, un homme a ouvert le feu sur des forces de sécurité aux abords de l'ambassade d'Israël. 3 policiers ont été blessés. Le suspect a été abattu, selon une source sécuritaire. Des manifestations se tiennent régulièrement dans ce quartier de Rabieh, à Amman, où se trouve l'ambassade d'Israël, notamment depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. 1,5 million de personnes au bord de la famine au Soudan. C'est la plus grande crise humanitaire de la planète, la plus grande crise de la faim, la plus grande crise du déplacement. Et le monde s'en désintéresse. Ce sont les mots du chef du Conseil norvégien pour les réfugiés qui fustige l'indifférence totale de la communauté internationale alors que le pays est en guerre depuis avril 2023. Depuis des mois, les organisations humanitaires ne cessent d'alerter. Des millions de Soudanais sont menacés par la famine. Cette fois, le NRC, le Conseil norvégien pour les réfugiés, déplore en plus de la malnutrition une crise humanitaire généralisée et sans précédent. Le Soudan, y compris le Darfour, est aujourd'hui le théâtre du plus grand drame humanitaire que nous ayons connu. Nulle part ailleurs dans le monde, 25 millions de vies ne sont en jeu. 25 millions de Soudanais menacés, cela représente près de la moitié de la population du pays. Les récents rapports du CNR indiquent que le pays est en ruine et l'agriculture à l'arrêt et soulignent que la destruction systématique des infrastructures agricoles empêche toute reprise des approvisionnements. De plus, l'aide internationale est freinée par les combats et les attaques contre les convois humanitaires. Un drame humain alimenté par la guerre meurtrière qui ravage le pays depuis avril 2023. Le conflit oppose l'armée régulière du général Abdel Fattah el-Burhan, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021, aux paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Derrière nous se trouve le Darfour et Jeneina. C'est le point de départ pour des centaines de milliers de personnes qui ont fui par cette route les atrocités, commencées il y a 1 an et demi, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Avec la poursuite des violences et des exactions commises par les belligérants, les déplacés continuent d'affluer dans des camps souvent surpeuplés pour y trouver refuge. Mais ils n'y trouvent pas ou peu d'aide alimentaire. Selon l'ONU, chaque mois, des centaines de milliers de Soudanais meurent de faim, parmi eux de nombreux enfants. L'actualité de ces dernières heures nous emmène aussi au Pakistan qui s'enfonce dans un nouveau cycle de violences confessionnelles entre sunnites et chiites. Le bilan s'est alourdi à 82 morts et 156 blessés selon l'administration locale. Des hostilités qui s'enracinent dans des conflits liés à la question des terres. Les faits avec Ethan Hadji. Cette foule de fidèles chiites rassemblés à Karachi ne décolère pas depuis que les violences intercommunautaires ont ressurgi dans le district de Kuram. Un bastion chiite dans le nord-ouest du Pakistan, théâtre depuis juillet dernier d'affrontements meurtriers entre musulmans sunnites et chiites, les 2 principales branches de l'islam. Plusieurs villages de cette région sont touchés par ces violences confessionnelles. Jeudi, des assaillants ont tiré sur 2 convois transportant des familles chiites sous escorte policière. Au moins 43 personnes ont péri. Une enquête transparente devrait être menée sur cet incident. Nous appelons le gouvernement et les institutions judiciaires à venir en aide à notre province, qui représente une grande partie du Pakistan. Il faut sauver la région du sectarisme, en faire un lieu sécurisé. En représailles le lendemain, des membres de la communauté chiite ont pris d'assaut un marché tenu par des sunnites. Une confrontation de 3 heures à coups de tirs et d'obus de mortier. Depuis, quelques 300 familles ont fui la région pour se mettre à l'abri, alors que le gouvernement peine à endiguer la violence et contrôler la circulation des armes. Le gouvernement régional a absolument besoin d'aide. Les autorités ont demandé des renforts au sein de la police aux frontières. Nous restons en contact étroit avec les autorités. Cette province fait partie de notre pays, nous lui apporterons notre aide. Les conflits entre tribus d'obédience différentes sont récurrents dans cette région du Pakistan. Ils portent notamment sur la question des terres ou de la religion. L'État peine à y instaurer l'ordre, car ce district est régi par des codes d'honneur tribaux.
La Roumanie aux urnes ce dimanche, premier tour de la présidentielle dans le pays dans un climat social tendu qui pourrait bien favoriser le candidat d'extrême droite Georges Simion qui pourrait se qualifier au second tour face au favori, l'actuel Premier ministre social-démocrate. Les faits sur cette journée de vote en images. C'est une élection présidentielle à haut risque. Elle pourrait profondément changer le paysage politique roumain. L'électorat est très fragmenté. Nous n'avons jamais eu une situation pareille. Il y a une montée du populisme et on ne sait pas encore qui parmi les candidats réussira à combattre ce populisme. Et voici celui qui incarne ce populisme en Roumanie, le candidat d'extrême droite Georges Simion, 38 ans. Un admirateur de Donald Trump qui affirme appartenir à la nouvelle vague de dirigeants patriotes en Europe. Georges Simion accuse la classe politique roumaine d'être inféodée aux intérêts étrangers. Il défend pour sa part la souveraineté politique et économique du pays. Selon les sondages, Georges Simion est l'un des favoris de ce scrutin, avec le Premier ministre Marcel Ciolaco, qui lui représente les sociodémocrates. Arrivent ensuite la candidate centriste Elena Lasconi, un ancien de l'OTAN Mircea Joana et l'ancien Premier ministre de centre-droit Nicolae Șuca. Beaucoup de prétendants, mais des électeurs pas vraiment convaincus. Pour les jeunes, il n'y a pas de candidat idéal. On veut juste choisir le moins pire. Je ne vais pas voter, il n'y a personne pour qui voter. C'était pas une campagne très claire. On n'a pas été bien informés. Les sujets sur lesquels les candidats étaient attendus, l'économie d'abord, car la Roumanie a un déficit budgétaire parmi les plus élevés au sein de l'Union européenne. La population doit aussi faire face à une hausse du coût de la vie et s'inquiète pour sa sécurité, à l'heure où l'Ukraine, pays voisin, est plongée dans la guerre. Fin de ce journal, restez avec nous sur France 24.